Bonsoir. Après le coup d'État, l'heure est aux tractations pour la mise en place d'une transition au Mali. La junte militaire qui a pris le pouvoir le 18 août dernier poursuit ses consultations avec les différentes composantes politiques, économiques et sociales du pays sur la transition. Après les manifestations sous l'égide du mouvement du 5 juin ayant conduit l'armée à sortir une nouvelle fois de ses casernes, le débat à Bamako est centré sur la nature de la transition et la place des militaires dans ce processus. La CEDEAO, elle, insiste sur une transition civile et l'organisation d'élections dans un délai de 12 mois. Quel doit être le rôle des militaires dans cette transition? Comment assurer une transition paisible et consensuelle? Réponse au cours des 30 prochaines minutes. Les militaires au pouvoir au Mali ont convié les partis politiques, la société civile et les signataires de l'accord de paix d'Alger à une concertation sur la transition. Ce sera les 5 et 6 septembre, donc à Bamako. Après les représentants de la CEDEAO, la junte a déjà rencontré plusieurs acteurs de la société malienne. Le point avec Blanche Sano. La junte à la tête du Mali depuis 2 semaines a reçu séparément les responsables de partis et de syndicats. Chacun a exposé sa vision, en particulier sur la durée de la transition. Mais certains points divisent encore militaires et responsables maliens, communauté internationale et experts. La CEDEAO maintient la pression et a formulé une série de revendications avant la levée des sanctions imposées par les voisins ouest-africains. Mise en place rapide d'un gouvernement pour faire face aux différents défis du Mali et en particulier préparer les élections législatives et présidentielles dans un délai de 12 mois. Il demande aux responsables du CNSP d'engager une transition civile immédiatement en consultation avec la Cour constitutionnelle, les partis politiques et les organisations de la société civile et tous les autres acteurs qui peuvent contribuer à la mise en place de solutions de sortie de crise. Les militaires au pouvoir ont réaffirmé leur engagement dans le processus de négociation en cours, tout en plaidant pour la levée des sanctions, à commencer par l'embargo sur les échanges. Ils promettent de trouver une issue favorable tout en tenant compte du temps. Ils disent ne pas vouloir commettre les erreurs d'un passé tourmenté. La CEDEAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition. Nous aussi, on a discuté par rapport à ce que nous, on pensait de la transition. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé, et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous. Au même moment, la junte a enregistré une sévère mise en garde de la part d'une figure centrale de la crise, l'imam Mahmoud Dicko, qui l'appréciait de tenir la promesse du changement. Le M5 RFP s'était aussi indigné de ne pas être listé en tant que tel parmi les invités de la concertation et avait accusé la junte de chercher à confisquer le changement. Mardi, une délégation du mouvement M5 a rencontré la junte, connue sous le nom de Comité national pour le salut du peuple. Le but de la réunion était de jeter les bases d'une collaboration entre les CNSP et le M5 RFP pour une transition harmonieuse au Mali. Le CNSP nous a indiqué effectivement qu'ils sont en train de travailler pour regrouper l'ensemble des forces vives de la nation, pour définir ensemble tout ce qui concerne la transition. Le format, la durée et les autres caractéristiques de la transition. Le lancement de la large concertation annoncée par la junte pour décider de la durée et de l'organisation de cette période transitoire aura finalement lieu samedi à Bamako sous la présidence du colonel Assimi Goïta. Merci beaucoup Blanche pour ce reportage. Et maintenant pour le débat, nous avons 3 invités. À Paris, Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Network, donc à Paris. À Washington, Michael Shurkin, politologue à la Rand Corporation, et à Orlando, en Floride, Thierry Dongola, directeur Afrique à Sextons Creek. Merci à tous d'être avec nous. Donc, et Nyagale, plus de 2 semaines après le coup d'État, il n'y a toujours pas de gouvernement. Quel est le scénario qui se profile selon vous à l'issue des consultations qui sont annoncées pour ce week-end?
La question est de savoir la négociation qui va pouvoir être faite à la fois entre différentes normes et entre différents intérêts. D'abord, entre différentes normes, je fais ici référence aux sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, qui a adopté une approche extrêmement légaliste et qui fait une lecture du coup de force, qui estime qu'il s'agit d'un coup d'État qui remet en cause l'ordre constitutionnel de manière inacceptable et qui attend que la transition qui s'engage soit menée par un civil. De l'autre, les militaires de la junte ont tenté d'instaurer une gouvernance militaire à la tête de cette transition, mais se sont heurtés non seulement aux sanctions de la CEDEAO, mais également au mécontentement du M5 RFP qui estime avoir été exclu des premières consultations. Alors que selon la lecture de ce mouvement, le coup de force est en réalité une révolution qui a permis aux militaires d'accompagner l'insurrection populaire. Donc aujourd'hui, c'est entre ces différents équilibres que va devoir se mettre en place la transition. Il semble difficile de faire l'économie d'une figure civile à sa tête et la question sera de savoir quelle sera la place des militaires au sein de cette structure. Justement, Michael, le fait que les militaires lancent des concertations signifie certainement qu'ils veulent impliquer les civils dans la gouvernance de la transition. Pour vous, quelle est la meilleure formule? Un gouvernement civil-militaire ou une transition entièrement civile? En général, ce qui est important, c'est un rôle pour les civils et ce rôle devrait être prépondérant. C'est-à-dire que si les militaires préservent un rôle, bon, c'est pas, en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut que ce rôle soit plus petit que le rôle des civils. Mais je crois que ce qui est même plus important, c'est le fait qu'il faut que les militaires montrent l'intention de se reculer du pouvoir. C'est ça ce qui est important. De céder le pouvoir. Il y a le débat sur la durée de la transition aussi. Hein? Oui. Alors, je sais que bon, il y en a qui disent qu'il faut prendre le temps pour faire tout ce qu'il faut faire parce que les réformes sont énormes. Il ne faut pas être trop pressé. Mais je crois que surtout du point de vue de la communauté internationale, ce qu'il faut, c'est plutôt la clarté. Donc, que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui est important, c'est que ce soit clair et écrit et qu'il y a que les militaires démontrent leur intention de transférer le pouvoir aux civils. D'accord. Alors Thierry, la CEDEAO, Niagalé en parlait tout à l'heure, la CEDEAO insistait sur une transition civile et des élections dans un délai de 12 mois. La CEDEAO est-elle trop exigeante envers la junte? Bien que la CEDEAO ait raison de ranger sur le principe des régimes civils dans la région, mais le ton de revendication dégage un colonialisme un peu régional. Donc, il est essentiel de prendre l'acte de la souveraineté du peuple malien. Le Mali appartient au peuple malien avant d'appartenir à la CEDEAO. Donc, les demandes ou la conversation devraient aller de ce sens. Le peuple malien devrait parler envers la CEDEAO au lieu que ce soit la CEDEAO qui fait des demandes auprès des peuples maliens. Nous devrons en fait utiliser on ne devrait pas utiliser les sanctions pour changer cette dynamique et on devrait vraiment ranger du côté de la volonté du peuple pour trouver une solution durable au Mali. Et vous, Niagalé, quelle est votre interprétation de cette question? La CEDEAO est-elle trop rigide sur les principes?
Alors, la CEDEAO, il convient, à mon avis, de se rendre compte que c'est une organisation qui a mis en place un dispositif, une architecture de paix et de sécurité au niveau régional, qui mobilise différents types de normes et de standards. Il y a bien entendu les standards qui renvoient à un ordre interétatique où l'ordre institutionnel et constitutionnel doit prévaloir, mais il ne faut pas oublier aussi que depuis 2007, l'objectif de la CEDEAO est de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Et certains acteurs maliens se revendiquent justement de ce corpus de normes qui met en avant la volonté populaire et qui considère que ce qui se passe aujourd'hui au Mali relève de ces dynamiques-là bien plus que de la volonté d'un club de chefs d'État ou de ce qui est perçu comme tel, qui cherche en réalité à se protéger pour valider leur volonté de rester au pouvoir. Et j'ajouterais qu'il y a des désaccords, pardonnez-moi, justement au sein même de la conférence des chefs d'État, puisque le président bissau-guinéen a mis à l'index les présidents qui briguent des troisièmes mandats de manière inconstitutionnelle, en visant bien sûr implicitement la Guinée d'Alpha Condé et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Et justement, Niagalé, les jeunes, par exemple, se manifestent un peu plus dans ce débat. Ils ont lancé même le hashtag Ma Transition. On entend aussi les femmes. Quel doit être un peu le rôle de ces composantes et répondre à ceux qui disent que la classe politique, même si elle est de l'opposition, doit quand même jouer un rôle moins important? Alors, moi, il me semble que ce qui se produit, non pas simplement depuis le coup de force, et en tout cas depuis le début des manifestations contre le régime du président Mbeka, c'est une remise en cause, non seulement du type d'État actuellement promu par une élite politique, mais également plus largement de cette élite politique elle-même, qui apparaît comme ayant failli, ce qui explique que l'opinion nationale se tourne davantage vers des acteurs religieux, à l'instar de l'imam Dicko, ou vers des acteurs activistes, militants des droits de l'homme, ou figures emblématiques de la lutte anticorruption. Et en effet, les jeunes et les femmes font partie de ces acteurs. Alors, Michael, quel doit être le rôle des militaires dans le processus politique? Finalement, certains estiment que les militaires sont intervenus en faveur d'un camp dans le bras de fer politique. Est-ce que son rôle n'est pas finalement d'être l'arbitre? Et là, je parle de façon plus globale, hein, pas seulement sur le Mali. C'est dangereux cette idée d'avoir les militaires comme arbitres, parce que ce ne devrait pas être leur rôle. En général, c'est très dangereux. Et je crois que tous les gens qui aiment le Mali sont un peu mal à l'aise avec ça. Ceci dit, ils peuvent jouer un rôle important simplement plutôt pas en tant qu'arbitre, mais en tant que facilitateur, c'est-à-dire de faciliter les conversations entre les civils, pour que les civils arrivent à trouver des accords entre eux, sans vraiment se penchant d'un côté ou de l'autre. Donc si les militaires vont jouer l'arbitre, il faut qu'ils jouent, il leur faut une neutralité complète. Rester en dehors du processus politique, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que en général, enfin, ce qui me fait peur, c'est l'idée que peut-être le Mali en ce moment va être comme un navire qui n'a pas de sens, qui n'a pas de direction. Et on est en pleine crise, pleine guerre, les islamistes sont toujours là, tous les problèmes, les graves problèmes sont toujours là. Et s'il n'y a pas de direction dans nous, ça rend la situation beaucoup plus grave. Et donc, il faut aussi vite que possible redonner à l'État, redonner au pays une direction. Mais comment faire? Alors, le pire des cas, ce serait le chaos en Nord. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui prend le contrôle. Et ceci dit, il faut aussi prendre le temps pour avoir des discussions, pour faire des conférences, pour trouver des bonnes solutions. Alors, dans ce schéma, il y a un rôle que les militaires peuvent jouer, mais ça devrait être
un rôle de facilitateur et pas de rôle de contrôler. Juste faciliter à ce que les autres puissent arriver à une solution efficace et relativement vite. D'accord. Et Thierry, certains en fait disent que les militaires sont intervenus pour mettre un terme à une crise qui perdurait, alors que pour d'autres, les manifestations anti-régime font partie du jeu démocratique et que l'armée n'avait pas forcément à intervenir. Quelle est votre lecture de tout cela? En fait, je trouve que l'armée, en principe, devrait rester en dehors de la politique. Mais tel qu'on voit, surtout comme l'armée malienne, elle a assez de problèmes à régler dans le Sahel, au Sahel. Cependant que les gens oublient aussi souvent que le président est aussi intermédiaire entre l'armée. Bon, c'est mon interprétation de la chaîne de commande. C'est-à-dire que le président est le chef des armées, mais qui est le patron du président? C'est le peuple. Donc, en fait, le président est un peu un intermédiaire entre le peuple et l'armée et les militaires. Et donc, le peuple est le patron ultime, en fait. Et donc, si on prend cette interprétation, on pourrait dire que la chaîne de commande se termine avec le peuple. Et quand le président et le peuple sont en conflit, peut-être c'est là où les militaires trouvent une sorte de logique d'intervenir du côté du peuple. Souvent, quand on voit ça, quand on voit que l'armée prend le côté du peuple, il y a moins de sang qui est versé. Mais quand l'armée prend le côté du président contre le peuple, souvent il y a plus de sang qui est versé. Mais maintenant, donc, est-ce que cette chaîne de commande, elle est durable? Non. Voilà pourquoi le poste de président a été créé, le poste de président comme civil, qui peut penser plus long terme et stratégique, il faut le respecter, ce poste. Donc, on comprend pourquoi la CEDEAO dit qu'ils veulent 12 mois, parce que au long terme, c'est pas pour que l'armée prenne l'initiative d'être le représentant du peuple, ce n'est pas une solution qui va être durable. D'accord. Et vous, Niagalé, l'armée et la politique? L'armée, en principe, est l'instrument qu'utilise le politique, la sphère exécutive. L'armée est un acteur qui, en principe, doit être à la fois garant des institutions de l'État et, d'autre part, de la sécurité des populations. C'est son rôle. Son rôle n'est pas d'intervenir politiquement. Aujourd'hui, la question qui se pose est en effet de savoir si le rôle qu'entendent jouer les militaires aujourd'hui dans la transition se fera ou non au détriment des missions premières qui sont les leurs. On est en effet, comme cela vient d'être rappelé, dans une situation conflictuelle extrêmement profonde. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible aux différents états-majors, aux différentes unités, de poursuivre le combat qu'ils ont engagé, y compris auprès de leurs partenaires internationaux, sahéliens ou français ou onusiens, pour défaire les groupes djihadistes? Les forces militaires sont-elles aussi en mesure de protéger les populations qui aujourd'hui demeurent les principales victimes des différentes violences commises par différents acteurs? D'accord. En tout cas, c'est un débat qui intéresse beaucoup nos téléspectateurs. Sur la page Facebook de VOA Afrique, Souleymane Diallo à Conakry, il écrit que ce coup de force semble apprécié par la majorité des Maliens, donc différent des autres coups d'État. C'est un peu son interprétation. Et Juvenik-Kol Sapou à Lubumbashi en RDC, il dit qu'il serait mieux que la junte passe la gestion de la transition du pays à un comité civil mixte. Voilà. Donc vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèle à Washington Forum qui revient après une courte pause.
hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dont vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Quelle transition au Mali et pour quelle durée? Allons à Bamako voir comment les Maliens répondent à cette question. Voici les avis de quelques Bamakois recueillis sur place par notre correspondant Kassim Traoré. Je préfère un civil au pouvoir parce que l'armée a parachevé ce que les civils ont commencé. Donc moi, je pense qu'on doit faire appel à tous les Maliens. Quelle qu'en soit l'armée, ça fait partie du Mali, quelle qu'en soit l'armée, les religieux, les civils, tout le monde. Je pense que la transition doit être dirigée par un Malien, en tout cas, que ce soit un militaire ou un civil. Il faut que ce soit quelqu'un, à mon humble avis, il faut que ce soit quelqu'un d'humble, qui a l'amour du pays et qui peut vraiment faire avancer ce pays sur le droit chemin. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le pays se trouve dans un gouffre qui n'est pas du tout facile à gérer. La transition, pour moi, qu'elle est dirigée par un militaire ou un civil, m'importe peu. Ce qui importe aujourd'hui, c'est en fait une refondation de l'État, une reconstruction, essayer en tout cas de réformer les institutions, faire quand même de sorte que les trains de vie de l'État soient aujourd'hui en marche. Je préfère un militaire au pouvoir pour assurer la transition, parce que si on donne ça aux hommes politiques, ils risquent d'avoir des problèmes encore. Et les hommes politiques, ils ne sont plus crédibles aux yeux de la population. C'est pour cette raison que je préfère que la transition soit assurée par un militaire. Voilà, je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Paris, Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. À Washington, Michael Shurkin, politologue à la Rand Corporation. Et à Orlando, en Floride, Thierry Dongola, directeur Afrique à Sextons Creek. Alors, Nyagale, l'arrivée des militaires est-elle un risque ou une opportunité dans la lutte contre le djihadisme au centre et au nord du Mali? Mais comme je l'indiquais aujourd'hui, il faut, à mon avis, veiller à ce que l'irruption des militaires dans la sphère politique ne se fasse pas au détriment de leur mission première. Et en effet, on est dans une situation aujourd'hui où le pays voit de larges parties de son territoire tomber sous l'emprise de groupes djihadistes qui, par ailleurs, s'affrontent entre eux. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que les 5 membres du CNSP ont fait état très tôt, par la voix de leur porte-parole, de leur volonté de s'inscrire leur action dans le cadre fixé par les recommandations du dialogue national inclusif. Il ne faut pas oublier qu'au titre de ces recommandations figure notamment la négociation avec certains leaders djihadistes, notamment Yana Ghali et Amadou Koufa, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc, est-ce que c'est cette voie qui sera empruntée ou est-ce que les militaires vont plutôt se ranger du côté de leurs alliés, auprès desquels ils ont par ailleurs réitéré leur volonté de collaboration, à savoir la force Barkhane et les États du G5 Sahel, qui souhaitent apparemment poursuivre la lutte armée contre les groupes djihadistes. C'est à ces questions que devra répondre en effet ce CNSP, mais également les autres acteurs qui seront associés à la transition. Voilà. Et Michael, la lutte contre les groupes djihadistes s'appuie également sur l'assistance étrangère. Hein. Le Mali pourrait-il souffrir d'une intransigeance de la communauté internationale? Les États-Unis, par exemple,
qui ont suspendu leur programme de formation des militaires maliens, puisque des membres de cette junte ont reçu une formation à un moment de leur carrière de la part des États-Unis. Donc, c'est une autre source de pression sur le CNSP, et c'est vrai que si la communauté internationale vraiment gèle leur coopération, ça peut être très grave pour le Mali. Ceci dit, les Français n'ont pas fait ça, autant que je sache, et le soutien américain n'est pas critique, et aussi les Européens, parce que franchement, je trouve ce qu'ils font les Européens n'est pas très efficace quand même. Donc, les OTM, si c'est congelé, je ne sais pas si c'est vraiment une mauvaise chose. Mais ce qu'il faut éviter, et aussi les Américains, je sais, les Américains comprennent ça, ce qu'il faut éviter, c'est les événements de 2012. Avec le coup d'État de 2012, c'était un coup d'État dans lequel il n'y avait pas de plan. Les putschistes n'avaient pas d'idée de ce qu'ils voulaient faire. Et la communauté internationale, au moins les États-Unis, ont congelé le soutien. Et alors, Michael, je sais que vous suivez de très près ces questions. On sait que on parle un peu des Russes aussi. Est-ce que c'est une préoccupation? C'est en plus, on sait qu'ils sont déjà en Centrafrique. Vous pensez que le Mali serait un peu dans leur ligne de mire aussi? C'est une bonne question. Autant que je sache, l'influence russe n'est pas importante du tout. Mais il faut que les Maliens sachent que les Russes ne seraient pas vraiment des partenaires idéaux, parce qu'il y a en général, donc, comme tout le monde, ils cherchent à poursuivre leurs propres intérêts, et il n'y a pas de salut. En échangeant les Français et les Russes, ça ne va rien résoudre. Ça ne va pas forcément améliorer la situation. Oui, voilà. Non, tout à fait. D'accord. Thierry, comment est-ce que la communauté internationale peut aider le Mali dans cette transition et dans la lutte contre l'insécurité? Oui, je pense que c'est une bonne question, ça, parce que, en fait, je pense que la communauté internationale, en ce moment, est en train d'aggraver la situation au niveau de la guerre contre les djihadistes en mettant des sanctions sur le Mali. Au lieu d'utiliser, disons, le bâton, il vaut mieux qu'on utilise des carottes dans ce cas. Donc, une façon que la communauté internationale pourrait aider la situation, c'est d'aider les militaires ou la junte à organiser un référendum. Parce que jusqu'alors, on a beaucoup parlé du peuple, le peuple est pour ceci, le peuple est pour cela, mais en fait, le peuple ne s'est pas prononcé. Ça serait bien qu'il y ait un référendum. Je suis sûr que dans la région, on voit souvent qu'il y a beaucoup de présidents qui organisent des référendums du jour au lendemain même parfois. Je pense que la communauté internationale pourrait apporter des appuis pour que le peuple malien puisse répondre à des questions assez importantes, comme la durée de la transition, qui serait inclus dans des conversations des participants de transition. Faut-il qu'il y ait les djihadistes ou, soi-disant, les militants dans cette transition? Il y a beaucoup de questions qui pourraient être posées dans ce référendum qui donneraient un peu plus ça cadrerait en fait une vision pour le futur, parce que en ce moment, l'embargo que la CEDEAO fait, non seulement ça aggrave la situation économique, mais aussi au niveau de sécurité alimentaire dans la région. Et toutes ces conditions créent une opportunité pour qu'il y ait plus de militants djihadistes. Plus d'insécurité. D'accord. Voilà, merci à tous mes invités. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie également toute l'équipe technique. Vous pouvez retrouver cette émission sur la page Facebook de VOA Afrique et sur notre site voaafrique.com, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. À très bientôt. Au revoir.